En 1991, un jeune paysan a risqué l'avenir de toute sa famille en achetant une machine que le village entier considérait comme une abomination. Un monstre jaune, beaucoup trop rapide, qui allait soi-disant détruire leur ferme. Ses voisins l'ont humilié. Son propre père a cru à la ruine absolue. Pourtant, face à une tempête mortelle, cet engin maudit allait renverser l'histoire. Et aujourd'hui, 33 ans plus tard, il humilie les tracteurs modernes à un demi-million d'euros. Découvrez l'incroyable vérité. Restez avec moi jusqu'à la toute fin pour découvrir comment ce miracle mécanique a défié le temps et fait taire tous les critiques. Avant de plonger au cœur de cette histoire fascinante, prenez une petite seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Et surtout, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui. J'adore vraiment savoir de quelle région ou de quel pays viennent mes spectateurs. Installez-vous confortablement. L'histoire commence. Septembre 1991. L'air matinal sur le domaine de la famille Fellman était d'une pureté presque irréelle, lourd de cette odeur intemporelle de terre humide, de feuilles mortes et de paille froide. C'était ce moment majestueux et suspendu de l'aube où la nature retient son souffle, où les champs immenses dorment encore paisiblement sous un épais manteau de brume automnale. Depuis des générations, cette cour pavée n'avait connu que la lenteur rassurante des saisons et le martèlement lourd, prévisible et réconfortant des vieux moteurs diesel de la région. Mais ce matin-là, le destin allait basculer. Thomas se tenait immobile à l'entrée du chemin, les mains profondément enfouies dans les poches de sa vieille veste de travail usée. Son visage était tendu, son estomac noué par un mélange étourdissant d'angoisse viscérale et d'une excitation féroce. Il savait pertinemment que dans quelques secondes à peine, cette paix ancestrale allait être littéralement pulvérisée. Le silence fut d'abord déchiré par un grondement lointain, une vibration sourde et menaçante qui remonta par les semelles de ses bottes en caoutchouc. Ce n'était absolument pas le claquement rythmique et placide d'un tracteur traditionnel s'avançant péniblement. Ce son n'avait rien à faire sur un chemin de campagne bordé de chênes centenaires. C'était un souffle rauque, un sifflement de turbine, un hurlement sourd qui rappelait l'incroyable brutalité d'un poids lourd lancé à pleine vitesse sur l'autoroute. Le cœur de Thomas battait à tout rompre contre ses côtes. À travers l'épais brouillard gris, une ombre massive et intimidante commença lentement à se dessiner. Le lourd porte-char de l'entreprise de transport apparut enfin, faisant violemment craquer les graviers de l'allée sous son poids titanesque, et trônant fièrement sur la remorque, tel un invité effronté venu tout droit d'une autre dimension, se trouvait la machine, le JCB Fast Track 145. Pour la quasi-totalité des paysans de cette région attachés à ses racines, cette chose n'était pas un tracteur. C'était une hérésie de métal pur, une insulte jetée à la figure du bon sens agricole. Au lieu du traditionnel vert sombre ou du rouge patiné qui se fondait avec respect dans le paysage naturel, la carrosserie de l'engin irradiait d'un jaune agressif, éclatant, presque insolent. Une couleur qui déchirait la grisaille du matin comme une provocation ouverte. Sa silhouette même était un affront à tout ce que les anciens avaient appris. La cabine n'était pas posée à l'arrière, sagement au-dessus de l'essieu comme l'exigeait la tradition. Elle trônait majestueusement en plein centre du châssis, vaste et vitrée telle la verrière d'un hélicoptère de combat, offrant à son pilote une domination totale sur son environnement. Thomas gardait les yeux rivés sur les 4 roues. Elles étaient toutes de la taille exacte, immenses, sculptées pour mordre la terre, soutenant un capot étonnamment court et trapu qui donnait à la machine l'allure d'un faux prêt à bondir. L'ensemble dégageait une brutalité mécanique fascinante et dérangeante. Ce n'était pas un outil conçu pour peiner dans les sillons à la vitesse d'un homme au pas. C'était un monstre taillé sur mesure pour dévorer l'espace. Le lourd camion s'immobilisa enfin devant les immenses portes en bois de la vieille grange. Les puissants freins pneumatiques relâchèrent alors un long sifflement perçant. Ce bruit aigu résonna dans la cour endormie comme le verdict brutal d'un juge, marquant un point de non-retour définitif. En regardant ce colosse jaune cracher son haleine chaude dans l'air glacé, Thomas sentit une sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. La terreur le frappait de plein fouet. Le pont avec le passé venait d'être coupé net. Le futur venait de se garer dans sa cour, et il venait de jouer la survie de sa lignée sur ce pari insensé. L'ombre massive de la vieille grange en pierre sembla soudain s'animer. Karl, le père de Thomas, avança lentement dans la lumière blafarde de l'aube. C'était un homme taillé dans le même roc que les terres qui labourait depuis plus d'un demi-siècle. Ses mains, larges et calleuses, portaient les stigmates indélébiles de milliers d'heures de labeur acharné. Il connaissait le parfum intime de chaque parcelle de ce domaine, ayant appris à travailler la glèbe au rythme lent et majestueux des chevaux de trait avant d'apprivoiser ses premiers moteurs crachotants. En découvrant le monstre jaune qui profanait sa cour, son visage buriné se figea. Ce n'était pas de la colère qui brillait dans ses yeux clairs et fatigués, mais un effarement profond, une incompréhension totale qui frisait la douleur physique. Pour Karl, l'agriculture n'était pas une course contre la montre,
C'était un pacte charnel fondé sur la patience. La terre exigeait du respect et un équipement à son image, lourd, immuable, indéfectible. Il ne jurait que par la noblesse massive de la fonte allemande. Un vrai tracteur, un robuste Deutz ou un Ford majestueux, devait peser de tout son bloc moteur sur le sol pour ancrer sa puissance dans le limon. Et là, devant lui, se tenait cette insolence mécanique avec son allure effrontée. Sa voix s'éleva enfin, rocailleuse, vibrante d'une émotion âpre. Il demanda d'un ton sec ce que son fils venait de faire. Il lui rappela avec amertume qu'il avait expressément préconisé l'achat d'une machine solide, un outil loyal dont on comprenait les entrailles, et non cette absurde voiture de course anglaise venue bouleverser leur quiétude. Thomas soutint le regard sévère de son père, le cœur atrocement lourd. Le respect absolu, presque sacré, qu'il portait au patriarche de la famille se heurtait de plein fouet à son propre besoin viscéral de sauver leur exploitation de l'asphyxie économique. Karl fit un pas en avant, pointant un doigt accusateur vers le châssis du fast-track, prédisant avec une certitude glaçante que cette machine aux allures de jouet fragile se briserait en deux dès la première chevaux enfoncée dans l'argile grasse du marais. Il accusa son fils d'avoir acheté leur propre ruine, de confondre la noblesse du travail agricole avec une absurde compétition de vitesse sur asphalte. 175 000 marks. Le chiffre fut prononcé lourdement. Il flotta dans l'air brumeux, pesant comme une sentence irrévocable. C'était le prix de ce pari insensé, une dette colossale qui plaçait une amacérée au-dessus du patrimoine de toute leur lignée. D'une voix posée, luttant pour cacher le tremblement imperceptible de ses doigts, Thomas posa sa paume sur le métal lisse de la carrosserie. Il murmura que le temps de la lenteur assumée était définitivement révolu, que l'éloignement grandissant de leur champ exigeait une réponse radicale. Karl secoua lentement la tête, les épaules voûtées sous le poids d'une déception amère et d'une peur viscérale. L'amour incommensurable d'un père se manifestait ici par la terreur glaçante de voir son enfant détruire l'œuvre de ses ancêtres. Sans ajouter un mot, le vieil homme tourna le dos et s'enfonça de nouveau dans l'obscurité protectrice de la cour, laissant Thomas dramatiquement seul face à l'immensité de sa décision. Pour comprendre intimement l'ampleur du gouffre au bord duquel Thomas se tenait en équilibre précaire, il faut impérativement se replonger dans la mentalité stricte et immuable de l'année 1991. À cette époque précise, l'idée même de vitesse dans les champs n'était pas seulement un concept étranger ou fantaisiste, c'était un tabou absolu, une transgression impardonnable. La loi non écrite, dictée par des siècles de sueur, exigeait une lourdeur inflexible. Un véritable outil agricole se devait d'être un bloc de fonte rigide, une machine ébranlable et austère conçue exclusivement pour tirer, arracher la terre et peiner sans jamais vaciller. Imaginez un instant qu'un tracteur puisse rouler rapidement. C'était défier avec arrogance les lois sacrées de la physique paysanne. Tout système d'amortissement était perçu avec mépris comme une faiblesse fatale, une absurdité mécanique inévitablement vouée à se disloquer sous l'effort monumental et brutal du labour. C'est très exactement sur cette faille des croyances que l'audace fulgurante de l'ingénierie britannique venait de frapper, pulvérisant toutes les règles établies. L'engin jaune n'était pas une simple amélioration technique, c'était une provocation délibérée. Au cœur de cette bête d'acier battait le légendaire moteur Perkins à 6 cylindres, gavé par un turbocompresseur prêt à libérer une force de traction colossale, capable de fendre l'argile à plus d'en sans la moindre hésitation. Mais l'insulte suprême aux traditions ancestrales, le véritable scandale technique, résidait dans son châssis. Pour la toute première fois dans l'histoire de la machinerie agraire, un tracteur osait s'équiper d'une suspension intégrale. De massifs ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs redoutables soutenaient les deux essieux, couplés à un correcteur d'assiette hydropneumatique d'une sophistication inouïe. Pour couronner ce défi à la gravité, la machine embarquait des freins pneumatiques à double circuit et un système anti-blocage, une technologie jusqu'alors strictement réservée aux puissants camions routiers. C'était un monstre d'une complexité affolante. Et c'était précisément cette complexité fascinante qui torturait l'âme de Thomas. Cette nuit-là, le sommeil refusa obstinément d'apaiser son esprit enfiévré. Allongé dans l'obscurité oppressante et glaciale de sa chambre, il fixait les poutres centenaires du plafond, le souffle court. Dans le silence lourd de la vieille bâtisse familiale, seul le tic-tac régulier, métallique et implacable de l'horloge comtoise résonnait depuis le couloir sombre. Chaque seconde qui s'égrenait frappait son crâne comme le marteau glacial d'un juge rendant sa sentence. Le son obsédant de l'horloge se confondait douloureusement avec la voix du banquier, rappelant le poids écrasant de cette dette de 175 000 marks. Le compte à rebours de sa propre survie financière avait commencé. L'isolement de celui qui voit plus loin que les autres est une prison d'une froideur insoutenable. Thomas savait au fond de ses entrailles que si son intuition s'avérait fausse, la chute serait vertigineuse et définitive.
Si cette suspension révolutionnaire s'affaissait lâchement sous la pression monstrueuse des lourdes remorques chargées, si l'électronique naissante ou les freins cédaient au milieu d'une pente boueuse, il perdrait infiniment plus qu'un simple pari financier. Il perdrait le respect des siens. Il détruirait l'œuvre méticuleuse bâtie par le sang de ses aïeux. Il deviendrait à jamais l'arrogant qui avait cru pouvoir dompter le temps. Une sueur froide glissa le long de ses tempes. Il avait osé confier l'avenir de sa lignée à l'intelligence de l'air comprimé plutôt qu'à la certitude aveugle de la fonte. Il ferma les yeux, priant silencieusement, sachant que dès l'aube, l'impitoyable vérité du terrain exigerait des comptes. La nouvelle de l'abomination mécanique s'était propagée dans les fermes environnantes avec la fulgurance d'un feu de broussailles en plein mois d'août. Dans ce monde rural où les traditions étaient gravées dans la pierre et où la loyauté envers les marques historiques dictait le respect, l'arrivée de cet engin jaune canari fut perçue comme une véritable déclaration de guerre. L'affront le plus cinglant vint d'abord du concessionnaire local de machines agricoles, l'homme de confiance qui équipait la famille Feldman depuis des décennies. En découvrant le colosse britannique stationné dans la cour, il n'avait même pas daigné couper le moteur de sa berline. Le visage rouge de colère, sentant une trahison personnelle indescriptible, il avait baissé sa vitre pour cracher son mépris avec une violence inouïe. Il avait hurlé à Thomas que le jour où une seule pièce de cette absurdité d'outre-Manche viendrait à casser, il n'aurait qu'à téléphoner directement à Londres. Il refuserait catégoriquement de salir ses mains ou ses outils sur une aberration pareille. Sur ces mots implacables, il avait fait demi-tour dans un nuage de poussière, scellant ainsi l'excommunication technique de l'exploitation. Ce fut le point de départ d'une mise au ban insidieuse et profondément cruelle. Dès la tombée de la nuit, sous les lumières jaunâtres et enfumées de l'auberge du village, les murmures malveillants allaient bon train. Autour des lourdes tables en chêne massif, les chopes de bière glissaient au rythme des moqueries acerbes. Les anciens, les visages burinés par les intempéries et le travail acharné, secouaient la tête avec un dédain teinté de pitié. On l'avait rapidement affublé d'un surnom humiliant, le pilote de course de fumier. Pour ces hommes de la terre qui mesuraient la valeur d'un paysan à la lenteur majestueuse et douloureuse de son labour, Thomas n'était plus qu'un rêveur arrogant, un gamin prétentieux aveuglé par des fiches techniques. Il chuchotait qu'il avait tragiquement perdu le contact sacré avec la terre nourricière, qu'il prenait la noble agriculture pour un vulgaire jeu d'asphalte, oubliant sciemment que la nature imposait toujours son propre rythme, immuable et souverain. La sentence sociale était tombée, lourde et unanime. Le fils Feldman courait tout droit à sa propre perte, et le village entier s'installerait confortablement pour assister au désastre inévitable. L'isolement devint rapidement palpable, presque suffocant. Chaque fois que Thomas se rendait à la coopérative agricole pour chercher des fournitures, il ressentait physiquement le poids écrasant des regards obliques et des silences hostiles qui s'installaient soudainement à son approche. La communauté soudée à laquelle il appartenait depuis sa naissance se refermait sur elle-même, l'excluant silencieusement du cercle des hommes raisonnables. La douleur de cette marginalisation brutale était atroce, une blessure invisible qui lui brûlait les entrailles au quotidien. Mais Thomas avait pris la décision consciente et inébranlable de se taire. Il savait pertinemment que la moindre justification verbale serait perçue par ses pairs comme un pitoyable aveu de faiblesse. Il ravalait son orgueil blessé avec une dignité farouche, serrant les mâchoires jusqu'à en ressentir une douleur lancinante. Pourtant, derrière ce masque d'impassibilité absolue, la pression devenait véritablement titanesque. Le poids terrifiant de la dette colossale s'ajoutait désormais au regard accusateur de toute une vallée. Il marchait seul sur une corde raide, sans l'ombre d'un filet de sécurité, sachant avec une lucidité glaçante que le moindre faux pas, la plus infime défaillance de cette machine jaune si controversée, donnerait raison au mépris général et anéantirait à jamais la réputation séculaire de sa famille. Il se tenait là, dramatiquement isolé, portant le fardeau de l'innovation sur des épaules qui n'avaient pas le droit de flancher. Le matin tant redouté de la récolte du maïs se leva sous un ciel d'un gris métallique lourd et oppressant. C'était l'heure de vérité, le moment impitoyable où les théories s'effacent devant la brutalité de la matière. L'air vif et piquant de l'aube transportait déjà cette odeur si particulière et âcre de la sève verte tranchée à vif et de la terre retournée. Dans le monde paysan, l'ensilage est une véritable campagne militaire, une opération où chaque minute perdue se paie au prix fort, où l'attente est le pire des ennemis. Mais pour la famille Feldman, cette année-là, le défi prenait une dimension proprement cauchemardesque. Le mal insidieux qui rongeait leur rentabilité portait un nom très simple, la distance. Au fil des générations, l'exploitation s'était morcelée, dispersée aux quatre vents au gré des héritages et des rachats. Le cœur du problème, le test ultime pour la survie de la ferme, se situait à 18 kilomètres de la cour principale, sur une parcelle maudite que tout le monde surnommait avec effroi le fond détrempé. 18 kilomètres. Pour un citadin, c'est un trajet banal.
Mais pour un agriculteur sanglé sur le siège rigide d'un tracteur conventionnel plafonnant à 25 km par heure, c'est une expédition éreintante, un aller-retour interminable de près d'une heure et demie. C'est tout simplement la mort logistique. Si l'imposante ensileuse, qui dévore les rangs de maïs avec une faim insatiable, doit s'arrêter au milieu du champ pour attendre le retour des remorques vides, la journée est perdue et l'argent s'évapore dans les gaz d'échappement. C'était précisément cette équation fatale que le monstre jaune devait résoudre. S'il échouait, la ruine était immédiate et définitive. Thomas gara le fast-track à la lisière du champ immense. La rosée rendait l'herbe glissante et le sol, gorgé par les pluies récentes, ressemblait à une pâte sombre et visqueuse, prête à engloutir les ambitions les plus folles. En contrebas, près du chemin d'accès, boueux, ils étaient là, un comité d'accueil silencieux et hostile. Au premier rang trônait Hans Friedrich, le voisin arrogant, juché sur son lourd tracteur Deutz traditionnel. Il avait croisé ses bras puissants sur sa poitrine, arborant un sourire en coin chargé de condescendance et de pitié moqueuse. Pour cet homme ancré dans ses certitudes de fonte et d'acier rigide, le jouet anglais de la famille Fellman allait inévitablement se briser la colonne vertébrale dès la première ornière. Hans Friedrich représentait le village tout entier, l'incarnation même du jugement populaire, attendant patiemment le spectacle pathétique de la chute d'un orgueilleux. Ils voulaient tous voir la suspension s'effondrer, les roues patiner dans la boue grasse, et Thomas implorait de l'aide pour sortir son engin ridicule du marécage. À l'intérieur de sa cabine panoramique, vitrée comme la passerelle d'un navire de guerre, Thomas ressentait le poids écrasant de ses regards posés sur lui. Le silence dans l'habitacle insonorisé était vertigineux. L'odeur neuve du plastique et sel, plus chaude, de l'huile hydraulique commençait à saturer l'espace confiné. Son cœur martelait sa poitrine avec une violence inouïe, envoyant des décharges brûlantes d'adrénaline pure dans chacune de ses veines. Ses mains, moites, se resserrèrent sur le petit volant incliné. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, plus de calculs rassurants sur le papier, plus de débat nocturne avec son père. Il était seul face à la terre, face à la distance tyrannique, face au mépris de ses pairs. C'était l'instant précis où un homme découvre si sa vision était une intuition de génie ou la pire erreur de son existence. Il prit une profonde inspiration, sentant l'angoisse muer lentement en une détermination, farouche et glaciale. Thomas recula le monstre jaune avec une précision chirurgicale, alignant l'attelage massif avec les deux immenses bennes de 18 tonnes chacune, débordantes d'un maïs fraîchement haché et lourd d'humidité. 40 tonnes au total. Un poids faramineux, une folie pure pour les étroits chemins cabossés de la région. Le bruit sourd de l'axe d'attelage s'enclenchant dans la chape résonna comme un coup de fusil dans la vallée. À cet instant précis, un silence lourd de sang s'abattit sur les hommes amassés sur le bas-côté. Ils attendaient tous le craquement sinistre, la rupture de l'essieu ou l'enlisement pathétique. Thomas posa fermement sa main droite sur le levier de vitesse, ses doigts effleurant les commandes avec la délicatesse d'un pianiste s'apprêtant à jouer l'œuvre de sa vie. Il engagea le rapport et écrasa l'accélérateur. Le moteur Perkins à 6 cylindres ne se contenta pas de rugir, il prit une inspiration gigantesque. À 1800 tours par minute, le turbocompresseur atteignit sa pression maximale, libérant un sifflement strident, presque argenté, qui déchira l'air lourd de l'automne. C'était le cri de ralliement d'une révolution mécanique. La masse colossale s'ébranla sans la moindre hésitation, arrachant la boue avec une violence sourde. Mais c'est au moment où les énormes pneus à chevrons touchèrent la surface défoncée du chemin vicinal que la véritable magie opéra. Sur cette piste ravagée par les ornières et les racines affleurantes, un tracteur traditionnel aurait été contraint de ramper péniblement, secouant son conducteur jusqu'à la nausée pour ne pas disloquer la cargaison. Thomas, lui, garda le pied enfoncé. Le compteur de vitesse grimpa avec une fluidité effarante. 30, 40, et enfin, l'aiguille se stabilisa fièrement sur la barre mythique des 50 km par heure. L'impossible se produisait en direct. Sous lui, le balai frénétique de l'acier s'animait. Les massifs ressorts hélicoïdaux et les amortisseurs hydrauliques absorbaient l'ultraviolence du terrain avec une voracité sidérante, encaissant des chocs capables de briser l'échine d'un cheval de trait. À l'intérieur de la cabine centrale, c'était le calme absolu. L'habitacle flottait au-dessus du chaos, glissant avec la douceur irréelle d'une berline de luxe sur une route d'été. Thomas ressentit une poussée d'adrénaline pure, une libération viscérale, presque enivrante. Les chaînes invisibles de la lenteur venaient d'éclater en 1000 morceaux. Au loin, dans le rétroviseur panoramique, une silhouette verte crachait d'épais nuages de fumée noire. C'était Hans Friedrich, secoué violemment sur le siège de son tracteur conventionnel, luttant physiquement avec le volant de sa machine raie comme un bloc de pierre, tentant désespérément d'atteindre le 3e rapport. Thomas fondit sur lui avec la grâce d'un rapace.
En un éclair jaune et un souffle de turbine imposant, l'engin britannique avala le véhicule voisin, le laissant littéralement sur place, noyé dans un nuage de poussière et de stupéfaction. Le regard de Hans Friedrich, figé derrière sa vitre sale, traduisait un choc tellurique. Son sourire narquois avait disparu, évaporé, remplacé par l'incompréhension béante d'un homme qui réalise soudainement que son époque de certitude vient de s'achever brutalement. Posté au bord du champ, appuyé lourdement sur sa canne en bois de frêne, Karl, le patriarche, observait la scène, pétrifié. Ses vieux yeux, habitués à juger la valeur d'une journée de labeur à la sueur versée, s'écarquillèrent d'effarement. Il ne voyait plus un absurde jouet d'ingénieur ou un caprice d'enfant gâté. En regardant ce fantastique convoi s'éloigner à une vitesse vertigineuse, une vérité mathématique implacable venait de frapper son esprit paysan avec la force d'un marteau de forgeron. Pendant que les autres feraient péniblement 3 voyages, son fils en ferait 5, voire 6 sans la moindre fatigue. La redoutable équation de la logistique moderne venait d'être résolue sous ses yeux ébahis. La distance n'était plus une fatalité mortelle ou un poison financier. Elle devenait un avantage stratégique foudroyant. L'extase silencieuse qui envahit Thomas dans sa cabine climatisée n'était pas seulement l'ivresse grisante de la vitesse. C'était le triomphe absolu, étincelant et définitif d'un esprit visionnaire sur les ténèbres du scepticisme. Mais la nature possède une mémoire ancienne et déteste viscéralement l'arrogance des hommes qui croient pouvoir la dompter avec de simples engrenages. L'euphorie grisante de l'après-midi fut d'une cruelle brièveté. En l'espace de quelques heures à peine, le ciel au-dessus de la vaste plaine se teinta d'une couleur meurtrière, un noir d'encre strié de nuages violacés, lourd d'une menace imminente. Puis, le ciel se déchira. Ce ne fut pas une simple averse automnale, mais un déluge biblique, un mur d'eau glaciale et cinglant qui s'abattit sur la région avec une fureur vengeresse. En un clin d'œil, les chemins de terre se transformèrent en torrents de boue. Le fameux fond détrompé, ce champ redouté de tous, recouvra sa véritable nature. Il n'était plus une surface agricole. Il redevenait un gouffre insatiable, un marécage ténébreux d'argile noire prêt à avaler tout ce qui oserait s'y aventurer. L'ivresse de la vitesse n'était plus qu'un lointain souvenir dérisoire. Face à la colère brute des éléments, l'asphalte n'existait plus, et la technologie semblait soudain bien fragile. Dans la pénombre naissante de la cabine, éclairée par la lueur blafarde des instruments de bord, Thomas luttait. Les essuie-glaces balayaient frénétiquement le grand pare-brise, peinant à chasser l'eau qui ruisselait en cascade. Derrière lui, le fardeau était titanesque. 40 tonnes de maïs gorgées de flotte s'enfonçaient inexorablement dans le sol mouvant, agissant comme une ancre gigantesque jetée dans des sables mouvants. Le moteur Perkins rugissait de toute son âme, crachant sa puissance brute dans la nuit précoce, tandis que les 4 roues égales cherchaient désespérément la moindre once d'adhérence dans cette soupe visqueuse. Mais le véritable drame se jouait à l'abri des regards, dans les entrailles même de la bête jaune. Le correcteur d'assiette hydropneumatique, cette merveille d'ingénierie britannique conçue pour la douceur des routes, menait un combat mortel contre le chaos du terrain. À chaque ornière profonde, le système tentait frénétiquement de compenser le déséquilibre, injectant des litres d'huile à des pressions vertigineuses pour maintenir le châssis droit. L'ordinateur de bord affrontait des forces de cisaillement d'une violence inouïe. L'odeur âcre de l'huile hydraulique surchauffée envahit l'habitacle, se mêlant à la sueur froide qui perlait sur le front de Thomas. Le tracteur se cabrait, gémissait, ses articulations métalliques soumises à une torture mécanique que ses concepteurs londoniens n'avaient sans doute jamais pu imaginer dans le laboratoire stérile. Et puis, au cœur de cette lutte titanesque, l'irréparable se produisit. Ce ne fut pas un lent déclin, mais une exécution brutale. Un claquement sec, un craquement métallique d'une violence terrifiante résonna à travers tout le châssis, dominant instantanément le vacarme du moteur et le fracas de la tempête. Ce son funeste fut immédiatement suivi d'un sifflement aigu, le souffle agonisant d'un fluide sous une pression de 200 bars s'échappant soudainement dans le vide. Sous les pieds de Thomas, la machine entière subit une secousse sismique. L'arrière du somptueux tracteur s'affaissa lourdement, perdant d'un seul coup plusieurs dizaines de centimètres de garde au sol, s'écrasant lamentablement dans la fange. Une violente lumière rouge se mit à clignoter frénétiquement sur le tableau de bord, projetant des éclats sanglants sur le visage pétrifié de Thomas. L'alarme sonore de la suspension perçait le silence de son âme comme une lame acérée. Le monstre de haute technologie venait d'avoir la colonne vertébrale brisée par l'argile. L'engin révolutionnaire n'était plus qu'une masse de ferraille inerte, un navire échoué au milieu d'un océan de boue noire. Thomas lâcha lentement le volant, les mains tremblantes. Le silence à l'intérieur de la cabine lui parut soudain assourdissant, malgré le martèlement incessant de la pluie sur le toit. L'abîme s'ouvrait sous ses pieds. C'était l'échec total, absolu, humiliant. La terre, dans sa sagesse antique et cruelle, venait de le punir pour son arrogance.
Thomas ferma les yeux, sentant une boule de plomb se former dans sa gorge. Il imaginait déjà le sourire victorieux de Hans Friedrich, les murmures satisfaits à l'auberge, le regard brisé de son père. Ces 175 000 marks de dette, qui représentaient le sang et la sueur de toute une lignée, venaient littéralement de s'engloutir dans ce marécage impitoyable. Il se retrouvait prisonnier de sa propre ambition, enfermé dans un cockpit luxueux, devenu soudain le cercueil de ses rêves de grandeur. Dehors, la tempête continuait de faire rage avec une indifférence majestueuse, rappelant à ce jeune homme effondré que face à la colère des éléments, la plus brillante des ingénieries ne pesait absolument rien face au poids immuable des lois de la nature. La nuit s'annonçait d'une longueur infinie et d'une noirceur absolue. La pluie glaciale transperçait impitoyablement la fine combinaison de travail de Thomas, collant le tissu lourd et trempé à sa peau frissonnante. Agenouillé dans la boue noire, collante et puante du redouté fond détrempé, il n'était plus le visionnaire orgueilleux de l'après-midi, ni l'homme qui avait dominé la route à 50 km/h. Il n'était plus qu'un homme désespéré, vaincu, plongé jusqu'au coude dans un effroyable cauchemar mécanique. La faible lueur de sa lampe de poche balayait frénétiquement le ventre d'acier du monstre jaune. Le diagnostic visuel était terrifiant. Une conduite hydraulique maîtresse du correcteur d'assiette, frappée de plein fouet par une pierre tranchante soulevée par la fange, avait littéralement explosé sous une pression insoutenable. Le sang vital de la machine, une huile rouge, épaisse et brûlante, s'échappait à gros bouillons pour aller se mêler à la terre dans une flaque sombre. Le tracteur de 10 tonnes penchait dangereusement sur le côté, menaçant à chaque seconde de s'affaisser complètement pour écraser quiconque oserait se glisser sous son lourd châssis meurtri. Les jointures de Thomas étaient en sang, écorchées par le métal froid. Il haletait, aveuglé par les trompes d'eau, sentant un désespoir glacial l'engloutir tout entier. Soudain, une lueur tremblotante perça l'obscurité dansée hurlante de la tempête. Une lumière jaune, chaude, vacillante et profondément familière, bien différente des phares halogènes agressifs du fast-track. Une silhouette voûtée mais robuste s'avança péniblement dans le bourbier. C'était Karl. Le vieux patriarche avait bravé la fureur des éléments à pied, une ancienne lanterne d'étable à la main, marchant à travers la nuit pour retrouver son enfant. Thomas se figea, le cœur serré à en mourir, s'attendant à recevoir le coup de grâce psychologique, la frappe fatale qui scellerait son humiliation pour toujours. Mais Karl ne prononça pas un seul mot de reproche. Il s'arrêta près de la roue immense, posa prudemment sa lanterne sur un monticule de terre épargné par l'eau, et regarda son fils avec une intensité bouleversante. Dans ses yeux clairs et fatigués, il n'y avait aucune trace de moquerie, seulement l'instinct protecteur, absolu et féroce d'un père face à la détresse de son sang. Sans la moindre hésitation, le vieil homme retira ses gants de cuir usé et s'agenouilla à son tour dans la boue glaciale de la nuit. Ce qui se déroula ensuite sous ce déluge apocalyptique fut l'instant le plus pur, le plus dangereux et le plus intense de toute leur existence. Sous le ventre menaçant de ce titan d'acier qui pouvait les écraser au moindre faux mouvement, l'ancienne et la nouvelle génération scellèrent un pacte de sang et de survie. Karl tenait fermement la lanterne, ses vieilles mains calleuses éclairant courageusement le désastre, pendant que Thomas lui expliquait d'une voix hachée par le froid la logique complexe du circuit britannique. Il devait impérativement condamner la ligne brisée, aveugler le système hydraulique pour forcer le tracteur à retrouver la rigidité primitive d'une machine classique. C'était une intervention chirurgicale de haute précision pratiquée dans un enfer de boue. Le vent hurlait à leurs oreilles. Le froid mordant engourdissait leurs doigts, rendant chaque manipulation décroîtrement douloureuse. Le sang de Thomas se mélangeait intimement à la graisse noire, à la terre et à l'huile rouge. À plusieurs reprises, la lourde clé anglaise glissa, arrachant la peau de ses phalanges, mais la poigne de fer de son père sur son épaule l'empêchait de sombrer, lui redonnant instantanément la force de continuer. Karl, qui avait en méprisé cette technologie étrangère, devenait son meilleur mécanicien, guidant l'outil avec cette intuition millénaire propre à ceux qui savent écouter la souffrance du métal. L'intelligence moderne de l'ingénierie s'alliait enfin à la rusticité inébranlable du paysan. Au bout de 2 heures d'une lutte acharnée contre le métal et le froid, un déclic sec et miraculeux se fit entendre. Le bouchon de fortune tenait bon. Épuisé, couvert d'une épaisse croûte repoussante de boue, de sueur et de cambouis, le père et le fils extirpèrent lentement de dessous le monstre. Thomas grimpa péniblement dans la cabine. Ses mains tremblaient si violemment qu'il peina à tourner la clé de contact. Le lourd moteur Perkins toussa, cracha un épais nuage de fumée âcre, puis rugit soudainement avec une fureur primitive renouvelée. Les voyants d'alarme clignotaient toujours furieusement sur le tableau de bord, et le confort luxueux de la suspension anglaise avait totalement disparu, laissant place à une raideur brutale, dure et impitoyable. Le tracteur n'était plus un salon roulant, il était devenu un bloc de pure douleur, aussi inflexible et rude que les vieux tracteurs de Karl.
Mais quand Thomas engagea avec force la vitesse, la machine tira. Les énormes pneus mordirent l'enfer d'argile, et dans un gémissement sourd, arrachèrent les 40 tonnes de leur tombeau de boue. Karl, resté seul sous la pluie battante, regarda l'immense attelage s'éloigner lentement dans l'obscurité. Il retira sa casquette trompée avec un respect immense. Cette nuit-là, la vraie qualité ne s'était pas prouvée sur les ordinateurs des ingénieurs londoniens, mais dans la crasse absolue du fond détrempé, réparé et sauvé par l'amour indestructible d'un père et la volonté de faire d'un fils. Le matin qui suivit la tempête se leva dans un silence lourd, presque funèbre. Le ciel, d'un gris délavé, semblait vidé de toute sa colère, laissant derrière lui une cour de ferme exsudant l'odeur poignante de la paille mouillée et de la terre froide. Au centre de cet espace figé trônait le fast-track. Le titan jaune n'avait plus rien de sa superbe insolence de la veille. Il ressemblait à une bête blessée, un gladiateur épuisé de retour de l'arène. Une croûte épaisse de boue noire, fangeuse et séchée, recouvrait son châssis, s'écaillant lentement comme une peau morte. L'arrière affaissé de la machine témoignait silencieusement de la violence du combat nocturne. Dans l'atelier attenant, Thomas tentait de nettoyer ses mains mutilées, l'eau glacée piquant cruellement la chair à vif de ses jointures meurtries. Ses muscles hurlaient de fatigue, mais la véritable épreuve de la journée n'allait pas venir de la terre. Le crissement feutré et onctueux de pneus larges sur les graviers de l'allée brisa le calme matinal. Ce n'était pas le roulement lourd d'un tracteur ni le bruit familier de la camionnette du facteur. Une Mercedes noire, d'une propreté immaculée, étincelante et froide, venait de pénétrer sur le domaine. La berline de luxe glissa jusqu'au centre de la cour avec une grâce méprisante, s'arrêtant à bonne distance des flaques sombres où l'eau de pluie se mêlait aux résidus d'huile hydraulique. La portière s'ouvrit avec un claquement sec. Le docteur Wagner, directeur de la banque régionale, posa un pied prudent sur le sol. Vêtu d'un manteau de laine grise d'une coupe irréprochable, il baissa les yeux vers ses chaussures en cuir verni, cherchant méticuleusement à éviter la moindre tache de boue. Il tenait sa précieuse mallette en cuir noir serrée contre sa poitrine, comme un bouclier le protégeant de cette réalité rurale qu'il méprisait intimement. Wagner s'avança lentement vers Thomas, son regard perçant jaugeant l'état pitoyable de la machine anglaise avec la froideur chirurgicale d'un croque-mort. Il n'y avait chez cet homme aucune trace d'empathie, aucune compréhension de la sueur, du sang ou de la bravoure brute qu'il avait fallu déployer cette nuit-là pour sauver la récolte. Pour lui, la terre n'était qu'une colonne dans un tableau d'amortissement, et les saisons n'étaient que des trimestres fiscaux. D'une voix atone, tranchante comme un rasoir, il salua le jeune agriculteur sans lui tendre la main. Il murmura qu'il avait déjà eu vent des exploits héroïques de la nuit dans les marécages, précisant immédiatement, avec un cynisme glaçant, que les institutions financières n'avaient que faire des actes de bravoure. Seule la rentabilité justifiait l'existence. Le regard du banquier se posa de nouveau sur le tracteur mutilé. Il énuméra les faits avec une brutalité mathématique. Une machine achetée à crédit pour 175 000 marks, désormais immobilisée par une avarie majeure du système de suspension. Il rappela impitoyablement que les pièces de rechange pour ce genre d'exotisme britannique coûtaient 40% plus cher que pour du matériel allemand standard, estimant les réparations à un montant astronomique. Wagner resserra son emprise sur sa mallette et lâcha la sentence ultime. Si Thomas devait engloutir des milliers de marques supplémentaires dans un engin incapable d'affronter la réalité du sol local, pendant que les intérêts du prêt couraient inexorablement, la banque se verrait dans l'obligation stricte de couper les vivres. Ce tracteur ne représentait plus un investissement, asséna-t-il. C'était un boulet financier monumental qui risquait d'entraîner tout le patrimoine séculaire de la famille au fond du gouffre. Face à ce monstre de froideur, Thomas comprit soudain l'ampleur de la tragédie. La tempête de boue de la nuit dernière n'était rien comparée à la puissance destructrice, silencieuse et stérile d'une simple signature au bas d'un document bancaire. Face à l'arrogance glaciale du banquier, Thomas ne céda pas à la colère. Il ressentit au contraire un calme absolu, la lucidité tranchante de ceux qui ont traversé l'enfer en sont revenus. Lentement, avec une dignité farouche qui forçait le respect, il plongea sa main blessée dans la poche de sa veste sale. Il en sortit une simple feuille de papier, froissée, tachée de graisse noire et d'humidité. Ce n'était pas un devis de réparation pitoyable, ni une supplique désespérée. C'était un réquisitoire implacable, le bilan comptable d'une révolution en marche. Sous le regard hautain du docteur Wagner, Thomas déplia consciencieusement le document. Il reconnut froidement que le remplacement du bloc hydraulique coûterait effectivement 10 000 marks. Mais d'un geste sec, il pointa la colonne d'à côté. D'une voix posée, qui résonna puissamment dans la cour silencieuse, il pulvérisa la logique stérile du financier. Il lui démontra magistralement que le tracteur jaune, même mortellement blessé, avait accompli en une seule journée ce que 3 tracteurs traditionnels n'auraient jamais pu faire.
12 voyages massifs de maïs acheminés vers les silos en un temps record. Grâce à cette vitesse fulgurante de 50 km par heure, il venait d'économiser le salaire horaire de 3 chauffeurs supplémentaires qui auraient autrement attendu passivement dans la boue. Et ce n'était pas tout. Thomas glissa son doigt abîmé vers le bas de la page. Durant la tempête nocturne, alors que tout le village était dramatiquement paralysé, ce fut le fast-track qui sauva les récoltes et l'honneur des voisins embourbés. Pour ces heures de sauvetage inespérées, la coopérative allait lui verser un tarif d'urgence doublé. En une seule nuit apocalyptique, l'engin venait non seulement de payer intégralement sa propre remise en état, mais il venait également de couvrir les intérêts bancaires pour les 6 prochains mois. Ce n'était absolument pas un gouffre financier, déclara Thomas en fixant le banquier droit dans les yeux. C'était une véritable machine à imprimer des billets, montée sur ressort. C'est à cet instant précis qu'un bruit de bottes lourdes fit grincer les graviers. Karl, le patriarche, sortit de l'ombre de la vieille grange où il avait religieusement écouté chaque mot de l'échange. Il s'avança avec une lenteur majestueuse, sa stature massive s'interposant telle une forteresse entre la berline luxueuse et son fils. Il regarda le visage épuisé mais triomphant de Thomas, puis tourna son regard clair et dur vers l'homme en costume. Karl avait enfin compris. Il venait de réaliser avec une fierté immense que son fils n'était pas un fou du volant, mais un brillant stratège de la survie agricole. D'une voix rocailleuse, empreinte d'une autorité séculaire qui n'admettait strictement aucune réplique, Karl prit la parole. Il annonça solennellement que son vieux Deutz était de l'excellente ferraille, mais qu'il était devenu tragiquement trop lent pour le monde impitoyable dans lequel son fils devait désormais prospérer. Il posa sa main calleuse sur l'épaule de Thomas et lança un ultimatum terrifiant au directeur. Si la banque osait couper le crédit du jeune homme, elle perdrait instantanément l'intégralité des économies d'une vie entière que Karl y avait déposées. La famille Fellman faisait bloc, unie derrière l'acier jaune. Le docteur Wagner recula imperceptiblement, totalement déstabilisé. Derrière ses lunettes fines, il lut la détermination féroce et indestructible de ces hommes de la terre. Il ne combattait plus une simple lubie d'ingénieur, il affrontait une force de la nature doublée d'une logique mathématique irréfutable. Vaincu par l'intelligence implacable des chiffres et la noblesse du sang, le banquier referma sèchement sa mallette en cuir. Il marmonna un accord du bout des lèvres, capitulant sans condition, avant de fuir piteusement dans son carrosse noir. Dans la cour, baigné par la douce chaleur d'une victoire absolue, le silence retomba, marquant le triomphe éclatant de la dignité et de l'intellect sur la tyrannie bureaucratique. Le temps, ce juge impartial et silencieux, finit toujours par rendre son verdict incontestable. 12 longues années s'écoulèrent depuis cette nuit de tempête mémorable au fond détrompé. Au printemps de l'année 2003, l'air embaumait le renouveau et la promesse des moissons futures lorsque Thomas franchit une dernière fois les portes envers de la banque régionale. Ce jour-là, il ne venait pas justifier une ligne de crédit, ni mendier un délai supplémentaire sous le regard inquisiteur d'un financier. Avec la sérénité absolue d'un homme qui a vaincu le destin et fait taire les mauvaises langues, il posa le bordereau de l'ultime mensualité sur le comptoir en marbre. Le redoutable docteur Wagner avait depuis longtemps quitté la région, remplacé par un jeune directeur qui ne connaissait la folie du tracteur jaune qu'à travers les archives poussiéreuses de l'établissement. En sortant dans la lumière éclatante du mois de mai, Thomas prit une profonde inspiration. Chaque parcelle de terre grasse, chaque gramme de fonte du puissant moteur Perkins lui appartenait désormais intégralement. Il n'était plus l'esclave des intérêts bancaires, mais un bâtisseur souverain sur son propre domaine. Pendant cette décennie cruciale, le paysage agricole de la vallée s'était métamorphosé avec une brutalité inouïe. Les moqueurs d'hier, ceux qui avaient ri aux éclats dans l'auberge enfumée du village en prédisant sa ruine, avaient payé le prix fort de leur aveuglement obstiné. Incapables de suivre le rythme effréné imposé par l'éloignement des terres et l'augmentation faramineuse des coûts de main-d'œuvre, nombre d'entre eux avaient dû capituler, vendant le cœur briser les fermes de leurs ancêtres. Hans Friedrich lui-même, l'homme au sourire narquois, avait fini par avaler sa fierté pour devenir le tout premier client régulier de la nouvelle et florissante entreprise de travaux agricoles fondée par Thomas. Le domaine Fellman avait grandi de manière spectaculaire, porté par la puissance de frappe inépuisable et la fiabilité du fast-track. La vision audacieuse d'un jeune homme avait sauvé l'héritage de l'anéantissement. Faisons maintenant un grand bond en avant, jusqu'à l'année 2024. Nous vivons aujourd'hui dans une époque étrange, une société de consommation frénétique où l'obsolescence est froidement programmée dans des bureaux d'études aseptisés. Les machines agricoles d'aujourd'hui ressemblent à des vaisseaux spatiaux hors de prix, recouverts de capots en plastique fragile, et se retrouvent totalement paralysés au milieu d'un champ au moindre dysfonctionnement d'un simple capteur électronique. Dans ce monde numérisé de l'éphémère, l'audace mécanique de 1991 a pris une dimension véritablement mythique. Le tracteur jaune, jadis méprisé, est devenu une légende absolue,
le saint Graal convoité par les passionnés du monde entier. Ces colosses de métal, construits avec une intégrité mécanique que notre époque a dramatiquement perdue, s'arrachent aujourd'hui lors de ventes aux enchères prestigieuses à des prix astronomiques, dépassant allègrement leur valeur d'achat initiale. Pendant que les tracteurs conventionnels de la même décennie ont depuis longtemps été fondus ou exportés, le fast-track de Thomas trône fièrement dans sa grange. Il incarne une vérité fondamentale. La véritable qualité n'est jamais une dépense superflue. C'est la seule forme d'économie capable de traverser les générations. Sous la patine noble du temps, sous les traces de rouille qui témoignent de plus de 30 années de labeur acharné, se cache un or bien plus précieux que celui des banquiers. C'est l'or de l'indépendance, l'âme indestructible d'une machine forgée pour l'éternité, témoin silencieux d'un homme qui a eu le courage inouï de choisir l'avenir sans trahir ses racines. Nous sommes en 2024. Sous le vaste ciel d'octobre balayé par les vents frais de l'automne, le domaine Feldman est méconnaissable, vaste, moderne et redoutablement prospère. Thomas, désormais grand-père, observe calmement l'agitation matinale depuis le porche de la maison familiale. Au centre exact de la cour pavée trône la fierté absolue de son petit-fils Elias. Un tracteur gigantesque de 400 chevaux, un monstre d'informatique et de technologie spatiale qui a coûté la somme astronomique d'un demi-million d'euros. Mais aujourd'hui, cette magnifique cathédrale d'électronique est pitoyablement silencieuse. Elias arpente nerveusement le sol, le visage blême, les yeux rivés sur l'écran tactile de son téléphone portable. Un insignifiant capteur d'émission de gaz d'échappement vient de détecter une anomalie logicielle totalement incompréhensible. L'ordinateur de bord, dans sa logique froide, implacable et lointaine, a purement et simplement bloqué le démarrage du moteur, le plongeant dans un mode de sécurité dégradé. Le diagnostic est cruellement sans appel. Il faut impérativement attendre le technicien avec son ordinateur portable et ce dernier ne sera pas là avant le lendemain après-midi. Or, les nuages noirs s'amoncellent dangereusement à l'horizon et le lourd cultivateur attend dans le champ. Le travail sacré de la terre, lui, n'a jamais attendu les mises à jour logicielles. Thomas se lève lentement, ses vieilles articulations craquant doucement, ultime témoin silencieux de milliers d'heures de labeur passées dans les sillons. Il adresse un sourire indéchiffrable à son petit-fils cédant à la panique et se dirige d'un pas tranquille vers la vieille grange en bois au fond de la cour. Il pousse les lourdes portes en chêne massif qui s'ouvrent majestueusement. Et là, dans la pénombre protectrice, reposant comme un roi endormi, se trouve le JCB Fast Track de 1991. Sa peinture jaune, bien que noblement patinée par les décennies, irradie toujours la même insolence fière. Thomas pose sa main ridée sur le métal froid. Il saisit la poignée usée et se hisse dans la cabine centrale avec une agilité que seul l'instinct peut dicter. À l'intérieur de cet habitacle, il n'y a pas d'écran de démarrage capricieux, pas de code confidentiel à taper frénétiquement, pas de signal satellite à supplier. Il n'y a rien d'autre que la vérité brute et loyale de la mécanique. Le vieil homme actionne le lourd coupe-circuit manuel. D'un geste devenu un réflexe viscéral ancré dans ses os, il pompe machinalement l'amorce de la pompe à carburant. Puis, il tourne fermement la vieille clé métallique. Le démarreur s'enclenche avec un claquement sec et décisif. Et soudain, le sol de la ferme tremble à nouveau. Le puissant moteur Perkins à 6 cylindres s'éveille dans un rugissement tonitruant, crachant un souffle profond, animal et souverain qui fait vibrer les vitres immaculées des nouveaux bâtiments. Le sifflement aigu du turbocompresseur déchire l'air avec la même sauvagerie qu'il y a 33 ans, faisant frissonner l'échine d'Elias qui regarde la scène, totalement médusé. Thomas avance l'engin britannique à côté du colosse paralysé par ses propres lignes de code. À travers la vitre baissée, il lance à son petit-fils une vérité absolue qui résonne comme un testament intemporel. Une machine ne t'appartient réellement que le jour où absolument aucun programme informatique ne peut décider de l'éteindre à ta place. L'indépendance, la vraie, c'est d'avoir le pouvoir de forger son propre destin avec ses propres mains, avec de l'huile et de la sueur, sans jamais devoir attendre l'autorisation d'un serveur lointain. Comprenant la leçon magistrale, Elias grimpe en silence sur le siège passager du vieux monstre jaune, prêt à affronter la terre de ses ancêtres. Quelle est la morale profonde de cette épopée mécanique face au temps qui passe inexorablement? Dans un monde qui tourne de plus en plus vite et qui nous vend de l'illusion jetable, la véritable puissance réside dans l'authenticité et la substance qui dure. Et vous, chers passionnés de la terre et des mécaniques qui ont une âme, possédez-vous aussi une de ces légendes endormies au fond de vos granges? Quelle est cette machine irremplaçable, ce compagnon de fer qui ne vous a absolument jamais fait faux bond quand la haute technologie rendait l'âme au pire moment? Racontez-moi vos propres histoires de sauvetage et partagez vos souvenirs les plus intenses dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit de résilience a fait vibrer quelque chose en vous,
Si vous croyez encore fermement à la noblesse du métal forgé pour l'éternité, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures au cœur du monde agricole. Partagez cette histoire avec ceux de vos amis qui pensent à tort que le progrès efface tout. À très bientôt pour célébrer ensemble la mémoire de nos racines.